Bonjour, Monsieur Volkov. Merci de nous rejoindre ce matin pour cette conférence sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme et en particulier sur ce deuxième volet de la table ronde avec les parties prenantes. Justement, par rapport au retour d'expérience que l'on vient de vous présenter, quels sont pour vous et pour les architectes que vous représentez justement les enjeux de cette dématérialisation des autorisations d'urbanisme? Alors, les enjeux sont, et on l'a vécu dans le Covid, euh, sont importants parce qu'ils permettent la continuité de l'instruction. Avec les ordonnances qui ont été décrétées par le gouvernement, donc les ordonnances du 25 mars et du 15 avril, on a vu que toutes les instructions étaient suspendues, les délais de recours étaient suspendus, et ça posait quand même un certain nombre de problèmes, et on a immédiatement averti les différents ministères concernés, que ce soit à la fois notre tutelle sur la partie ministère de la Culture que sur le ministère du Logement, pour leur dire les inconvénients que ça allait créer et les problématiques que l'on allait rencontrer. Et c'est pas du tout corporatiste, mais ça a touché effectivement les architectes, bien évidemment, puisque un, les chantiers étaient stoppés, mais deux, du fait de ces problématiques d'instruction qui étaient suspendues, l'ensemble de la maîtrise d'œuvre était bloqué sur les dossiers. Et puis trois, ça a un effet domino sur les entreprises derrière, parce que qui dit dossier suspendu en instruction dit sortie de PC 3 mois plus tard que prévu, dit entreprise de travaux, marché de travaux qui se décale dans le temps. Et globalement, c'est un glissement de l'activité sur quasiment 6 mois, avec pour nous un décalage des facturations, un décalage des études dans l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, et pour les entreprises, une perte de commandes sur 2020 pour les entreprises de grosses œuvres et 2021 pour les entreprises de seconde œuvre. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et justement, par rapport à ces premières démarches qui ont été présentées, quelles perspectives vous entrevoyez? Alors, il y a un groupe de réflexion du coup, qui s'est monté après euh, ces différents problèmes, à la fois avec le ADN Construction, avec le syndicat l'UNSFA, avec l'ordre aussi qui a saisi le dossier, l'ordre des architectes, j'entends, qui a saisi le dossier. Et on est en train de réfléchir à la mise en place d'outils de dématérialisation pour que l'ensemble des services instructeurs puissent maintenant se mettre au diapason. Euh, C'était prévu normalement sur 2021. Et on demande justement que ce soit avancé dans le cadre des différents documents et différents courriers que l'on a émis, aussi bien au Conseil supérieur de la construction qu'aux différents ministères, logement, culture, développement durable, pour la mise en place des procédures et de l'accélération de ces procédures. C'est vrai que si on peut en retirer ça en fait de cette période particulière, au moins on n'aura pas tout perdu, c'est évident. Euh, Si vous voulez bien, on a reçu tout un ensemble de questions. Je vous propose d'en traiter quelques-unes avec vous. Une première question, en fait, au niveau de l'instruction. L'instructeur ADS n'est pas le seul à être sollicité. Il a souvent recours à des services extérieurs, PRMR, les SDIS. Il faudrait qu'en amont, on puisse recueillir leur avis sur le projet avant présentation au service ADS, nous dit Monsieur Panquin, architecte. Oui, tout à fait, on peut le faire. Ça, de toute façon, ça démarre, je veux dire, ça vient d'une démarche, je dirais, à peu près normale, où on devrait préconsulter, entre guillemets, les différents services. À la fois présenter le dossier. On le fait souvent avec les SDIS dans le cas des comment ça s'appelle des opérations qui sont les ERP, voilà, cherchez le terme, excusez-moi. On le fait souvent dans le cadre des ERP avec les SDIS parce qu'on a des conditions de sécurité qui sont assez importantes et on a vraiment besoin d'avoir l'avis du SDIS pour avoir des notices de sécurité et des projets qui soient conformes à la réglementation incendie. Donc on le fait régulièrement avec les ABF. C'est une démarche de toute façon qu'il faut établir dans tous les dossiers que l'on a dès qu'on a des dossiers un petit peu complexes, quoi. Alors, je veux dire, quand il s'agit d'un pavillon sur un terrain, c'est des fois moins difficile, mais dès qu'on est sur des marchés publics, sur des opérations PMR, oui, ERP, pardon, il faut effectivement préconsulter. Mmh. Oui.
Et on Oh peut non, préconsulter avec la maquette numérique, bien évidemment. voilà, tout à fait. C'est exactement comme ça que j'allais rebondir. On est complètement d'accord en fait sur toute l'implication un monde et sachant et voilà. C'est ce qu'on essaye de mettre en place au travers de nos outils effectivement. Euh, une autre question, cette fois-ci de l'agence Spiral Architecture. Je remarque une sacrée disparité et injustice entre les différentes régions. Pour nous, rien n'existe en dématérialisation, aucun PC n'est instruit depuis 3 mois, ce que vous évoquiez justement. L'État me paraît très en retard vu la situation actuelle. Comment pourrait-on accélérer les choses? Oui, alors, je dirais la première étape de la maquette numérique, c'est déjà au moins sortir des PDF. Et je vais dire, à partir du moment où on sort les PDF de la maquette numérique, ça veut dire que normalement, on peut déjà consulter tous les services. C'est-à-dire que n'importe quel instructeur a au moins le logiciel pour lire un PDF. C'est le strict minimum. Après, qu'il puisse le faire en télétravail ou non, ça c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, tous les PDF sont accessibles. Donc après, ça dépend, cette disparité, on l'a vécu dans le cadre en fait, du fonctionnement des différents services, et notamment des collectivités territoriales. Certaines collectivités territoriales ont très bien joué le jeu et ont continué à instruire les dossiers pendant la période de confinement, alors que d'autres étaient à l'arrêt complet. Et ça, c'est vraiment du rôle entre guillemets, de la direction de la collectivité territoriale. Et là, ni vous, ni moi, ni l'État ne peut dire quelque chose, ou alors imposer un service minimum d'instruction. Mais on n'est pas tout à fait dans cette logique-là aujourd'hui, il me semble bien, dans l'administration. Oui, Monsieur Reynaud de la ville de Paris évoquait le sujet. A priori, il y a quand même des initiatives comme Plateau, il me semble que c'est le terme qu'il a utilisé, a priori à échelle nationale pour que les collectivités aient quand même des outils dont espérons que ça puisse voilà, aboutir rapidement. L'exemple de Paris était très intéressant d'ailleurs, mais comme le disait tout à l'heure, c'est 45 personnes sur l'ensemble du service. Donc par rapport à une petite Comcom qui a une population de 50 000 habitants où il va y avoir 2 instructeurs, un cas comme on a vécu, les 2 instructeurs sont absents et toute la Comcom est bloquée. Mm, mm. Oui, oui, c'est Ah, sûr ah, qu'on a entendu des choses surprenantes pendant le confinement, comme des coursiers qui emmenaient des dossiers papier à des instructeurs qui étaient de chez eux. Enfin, je crois qu'effectivement, les collectivités locales ont essayé de jouer le jeu, mais qu'elles partaient effectivement pas tous du même point et que, en vrai, voilà, ça a pas tout à été fait. simple pour les unes et les autres, oui. Tout à fait. Une autre question, cette fois-ci plutôt sur le volet archivage numérique, qui nous est posé par Albert Dublair, architecte. Déjà qui nous remercie pour ce Mhm. live très informatif. Merci à lui de nous écouter. Que pensez-vous de la pérennité, de compatibilité et même de lecture des logiciels à horizon de 20 ans, ce à une époque où il est souvent difficile d'obtenir un jeu de plan DOE d'un bâtiment vieux de 5 ans? C'est une grande question. Alors on aura un petit avis sur la question aussi, mais après on va encore être taxé de partialité, mais Euh, je vais faire une réponse simple, c'est pas parce que vous m'interrogez que j'ai la réponse. ça marche. Ouais. Je me rappelle simplement qu'il y a 20 ans, je travaillais avec ArcPlus et qu'aujourd'hui, je serais incapable de lire les fichiers ArcPlus de l'époque. Mm. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a un problème et que euh, malgré tout, on garde une trace papier sur les dossiers. De toute façon, quand on archive, c'est vrai qu'on a les documents numériques, mais au moins, on garde une trace papier des DOE. Au moins. Oui, oui, oui. Au pire, un plan, on peut le rescanner s'il faut. Bon, même en A0, c'est pas grave, on peut le scanner. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'était évoqué tout à l'heure. Si vous me permettez de faire la liaison, on a le PDF qui est quand même un standard de fait aujourd'hui qui, a priori, va Bien avoir sûr. une certaine pérennité. Et nous, chez Advent, nous sommes de très fervents défenseurs de l'Open BIM et du coup et du format IFC. Et comme c'est un format qui est normatif, on espère, sans pouvoir s'engager sur 20 ans, hein, que Qui va effectivement, survivre une génération. voilà, ce type de livrable va avoir une forme de pérennité et de compatibilité ascendante, pour prendre un petit peu de vocabulaire d'éditeur. En tout cas, avec Archicad, on est capable d'ouvrir des fichiers de 1990, on sait le faire aujourd'hui.
On ne peut pas vous garantir qu'on ait 100% de l'information dedans, mais allez, facile 90. Bon, quelques menuiseries souvent, mais bon, en tout cas, on peut rassurer Monsieur Dubler, de notre côté, ça fonctionne. Oui, oui. Sinon, de toute façon, effectivement, le format en PDF, en principe, ça va continuer à fonctionner. La suite Adobe, de toute façon, est faite pour ça. Mm, mm. Et puis oui. Voilà, le PDF, l'IFC, même à côté des formats propriétaires, normalement, sont faits pour aussi. On nous pose des questions sur la signature des permis de construire et justement sur l'impact que pourra avoir cette dématérialisation. J'ai tout un ensemble de questions de Julien Cubizol, d'Axe Architecture à Lyon, comme vous. Oui, Comment oui, se passe la... Pardon? oui, Julien, oui, Julien que je connais, que je salue par la même occasion, D'accord. Nous demande puisqu'il est comment se lyonnais passe comme moi. la... Oui. Nous demande comment se Euh, passe la signature des MOA et des MOE sur ces dossiers dématérialisés. Et c'est même, voilà, on a tout un ensemble de questions. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qui va déposer le permis, l'architecte ou la maîtrise d'ouvrage. Ou également, normalement, la responsabilité du dépôt revient au maître d'ouvrage, mais on voit quand même dans les outils présentés que cette responsabilité tend à aller vers l'architecte. Mais avec quelle responsabilité juridique derrière? oui, alors c'est vrai que de plus en plus, effectivement, on dépose pour nos clients et on dépose même avec leur signature scannée et ils nous fournissent une attestation, enfin on leur fournit une demande d'attestation d'utilisation de leur signature pour ce dossier, pour un dossier précis. Donc c'est comme ça que l'on travaille dans le cadre de la dématérialisation des signatures. On l'incorpore sur l'ensemble des plans avec c'est même pas une décharge, c'est une demande d'autorisation du maître d'ouvrage. Et puis même la nôtre, enfin la mienne, est apposée aussi sur les plans de la même manière. Euh, Après, qui va déposer le permis, c'est vrai que ça devient de plus en plus la responsabilité, ou du moins la tâche, du maître d'œuvre, donc de l'architecte, et ensuite qui transfère le récépissé de dépôt au maître d'ouvrage. D'accord. Et vous pensez Alors du coup... juridiquement, quelle responsabilité Est-ce qu'il y a une différence de responsabilité entre envoyer un fichier via un WeTransfer ou via un Smash à une collectivité ou envoyer un recommandé? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand écart entre les deux, puisque c'est de toute façon la date du transfert qui fait foi. Hein. Hmm. Effectivement, on a posé cette question également à l'USH et à la FPI, et c'est vrai que pour eux, finalement, le numérique est le moyen, le canal, mais que dans les usages et les relations entre les uns et les autres, il y a pas un impact. Voilà, il n'y a pas un Oui, impact. Ça facilite, mais ça ne révolutionne pas. non, ce qui est surtout intéressant, c'est quand on a des dates particulières, notamment dans des compromis, dans des transactions où on a des dates de dépôt de permis qui sont fixes et qui sont demandées par les maîtres d'ouvrage. Euh, à partir du moment où il y a un dossier, un téléchargement, c'est aussi sûr que si on avait déposé le dossier en recommandé avec un tampon de la poste, caché de la poste. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis par contre, on gagne vraiment du temps. Et on est sûr que le dossier est parti. Oui, Et on a la preuve qu'il est téléchargé. en plus. Ouais, c'est sûr. On, on a une autre question. Qui est le détenteur de la maquette? Est-ce que c'est le notaire, l'architecte, les services publics? Je sais que c'est une vaste question. C'est une vaste question parce que, alors déjà, a priori, j'éliminerai le notaire et les services publics puisqu'ils ne sont pas l'auteur. Hmm. Donc, pour moi, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est un débat qui a lieu et le débat est assez nourri puisque ça renvoie sur là aussi de la responsabilité de la conception de la maquette numérique. Parce que la maquette numérique n'est pas que l'œuvre de l'architecte. Elle est effectivement montée et l'ensemble des esquisses sont faites dessus, mais après, il y a quand même un certain nombre d'intervenants qui viennent sur cette maquette numérique, à savoir les bureaux d'études, qui nous accompagnent dans nos missions de maîtrise d'œuvre. Donc la discussion, elle se fait vraiment au niveau de l'équipe de maîtrise d'œuvre et pour la partie conception de l'architecte. Très bien, très bien, très bien.
Ah, la question suivante est, je crois, la question cruciale de cette matinée. C'est l'agence Archipôle qui nous demande si les délais d'instruction pourront être raccourcis grâce à la dématérialisation. Alors, ils pourront être raccourcis en partie, parce que vous savez que dans le cadre d'une instruction de permis, oui, la collectivité territoriale ou le service instructeur instruit le dossier, mais consulte des services extérieurs. Typiquement, dans le cadre des ERP, qui sont les cas les plus longs, ou des ABF, ces services extérieurs ont un délai pour répondre. Quand vous voyez dans certaines collectivités territoriales, vous avez un service instructeur qui va consulter le SDIS. Le SDIS a une commission tous les 15 jours ou une commission tous les mois. Donc, le temps que le pompier instructeur étudie le dossier, le passe en commission, le fasse valider, renvoie l'avis à la collectivité territoriale, passer entre 1 mois et demi et 2 mois entre le moment où le dossier lui est arrivé et le moment où il retourne à la collectivité territoriale. Donc, cette notion, oui, on va les raccourcir sur le traitement interne à la collectivité, mais pas sur les services extérieurs, parce qu'aujourd'hui, compte tenu des rythmes de commission, ce sera difficile d'arriver à un permis instruit en 8 jours, simplement du fait de ces passages. Tout ce qui est pour l'accessibilité handicapée qui est fait par la DT, dans certains départements, ou dans certaines communautés de communes, il y a une commission par mois. Donc à un moment, ça devient incompressible. Voilà. Alors c'est vrai qu'on arrivera à ne pas tendre vers le jour N-1 pour avoir le permis, mais si au lieu des 3 mois ou des 5 mois ou des 6 mois du fait de la position aussi complémentaire de l'ABF, on le réduisait déjà à 3 mois, ce qui serait le délai minimum pour les permis nécessitant le plus de services extérieurs, ce serait déjà beaucoup. Et ce serait très bien. Oui. Surtout, ce que je pense que ça peut être intéressant, c'est surtout sur le suivi, sur le suivi de la chaîne d'analyse. Parce qu'aujourd'hui, quand un dossier part, on reçoit quelquefois au compte-gouttes les avis des différents services extérieurs qui nous demandent soit des compléments, soit qui veulent des modifications. Alors que là, si on était dématérialisé en totalité, à partir du moment où un avis est émis, automatiquement il est rediffusé à l'ensemble du groupe et notamment de la maîtrise d'œuvre. Et là, on peut voir tout de suite et réagir immédiatement pour des pièces complémentaires ou des documents. Le changement qu'on a eu vraiment sur le permis à partir de 2007, c'était le refus de permis. Alors qu'avant, on avait toujours un dialogue avec les services, parce qu'on pouvait toujours amener des pièces complémentaires, mais le changement de réglementation a fait qu'au-delà du mois de dépôt, on ne peut plus avoir de pièces complémentaires, et on en arrivait avec des positions de refus, des fois pour des broutilles. Il m'arrivait d'avoir sur un ERP un avis défavorable parce que l'instructeur n'avait pas vu s'il y avait une table allongée ou pas dans un établissement. Je veux dire, bloquer un permis pour un point de détail comme ça, oui, c'est important au vu de l'instructeur, mais on aurait pu le régler complètement différemment et lui envoyer un document immédiatement. Et on arrivait à des positions de refus où on perdait 4 mois. Alors que là, par le suivi continu de l'instruction au fur et à mesure des différents services, ça permettrait de réagir immédiatement et d'arriver à des solutions où on est globalement sûr à 100% d'obtenir le permis. Encore plus avec la préconsultation préalable. Oui, là aussi, une histoire de communication facilitée, et de meilleur échange entre les uns et les autres. Oui. Une dernière question, si vous en êtes d'accord, sur comment peut-on justifier, d'après votre explication, là c'est une référence en fait à l'intervention de François Pellegrin tout à l'heure, auprès d'un maître d'ouvrage de payer un permis proche d'un DCE quand celui-ci est sous compromis et qu'il n'y a pas d'assurance que son permis aille au bout. Par exemple, recours de tiers, instruction erronée. Il y a aussi des délais supplémentaires pour déposer un permis type DCE qu'il faudra intégrer dans le compromis de vente. Il n'est pas sûr que le vendeur adhère à la démarche. Question de Madame Ponce qui est architecte. Peut-être juste avant de vous laisser la parole, quand on a posé cette question à M. Pellegrin, il parlait plus d'un permis type APD que d'un permis type DCE. Bon, là, on est sur un niveau de détail, évidemment, qui est trop important. Oui, ça c'est aussi culturellement, on voit que dans les autres pays européens, il y a des façons de faire des permis différentes. C'est-à-dire que le permis est beaucoup plus poussé
quelquefois, quand on va en on a des permis qui ont un niveau de définition plus important que celui que l'on peut trouver en Europe, enfin en France, pardon. Alors que dans le cadre du permis numérique, compte tenu du niveau de définition qu'il faut avoir pour pouvoir répondre et pour pouvoir alimenter la maquette numérique, forcément le niveau de définition est plus important. Et ça, je pense que c'est un vrai changement de culture auprès des maîtres d'ouvrage sur le BIM. C'est que aujourd'hui, on était sur des choses qui étaient à peu près équivalentes entre 50% sur la conception et 50% sur du chantier, si vous voulez, sur l'exécution, quand on regardait à peu près les missions d'architectes. Et on se rend compte aujourd'hui, le fait de travailler en BIM, en fait, la paritude est plus importante. Je ne dis pas que le chantier est moins important, mais le volume de temps consommé en conception est beaucoup plus important, ce qui résout un certain nombre de choses en exécution. Mais donc, effectivement, culturellement, il va falloir que les clients s'habituent aussi. S'ils veulent avoir un permis numérique, et de toute façon, ce sera la règle demain, et ben, il va falloir accepter de financer un peu plus la partie études au préalable dans le cadre du permis de construire. Et ça, c'est vraiment un changement culturel. C'est aussi quelquefois aussi le défaut en France que l'on n'a pas envie de payer les études. Mais il va falloir que ça change cet aspect-là parce que sinon, il n'y aura plus de permis de construire qui vont être déposés. Ouais, ce qui serait forcément bloquant, c'est sûr. C'est Il sûr, sera c'est sûr. forcément bloquant. Donc tout le monde va comprendre qu'à un moment, il faut financer les études. Comme dit un proverbe, les études qui coûtent le plus cher, c'est celles qu'on n'a pas faites dans le cadre de la construction. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est tout de notre côté en fait au niveau des questions. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose à cet échange pour lequel je vous remercie. Oui, moi, je trouve que l'initiative est bonne et il faut effectivement pousser vers ce permis numérique, à la fois pour monter le niveau de qualité et le niveau de définition dans les agences d'archi, parce que ça, ça a trait aussi à la formation du personnel, à la qualité de notre production, et puis surtout que les services publics, du coup, aussi montent en compétences pour pouvoir lire cette maquette numérique. Et c'est là où on va rentrer vraiment dans une chaîne numérique complète, parce que c'est dommage qu'elle soit interrompue à un moment si on travaille sur une maquette numérique et puis qu'on fournit un document papier. C'est comme si, enfin, je sais pas, si vous aviez une voiture de sport et que vous alliez juste acheter le pain à 20 à l'heure avec, quoi. C'est un peu dommage. Oui. Voilà. Il faut Oui. que tout le monde se mette au rythme. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là encore, espérons que ce soit une des vertus qu'on puisse retirer de cette année si particulière, d'en profiter pour faire un grand pas en avant. Espérons et que du coup le triptyque éditeur, concepteur et service public s'accorde sur un modèle de fonctionnement. Tout à fait. Bon, vous pouvez compter sur nous. Et sur l'UNSFA aussi, vous inquiétez pas. Bon, parfait, parfait, parfait. Bah, écoutez, merci encore pour votre temps et votre éclairage ce matin. Je vous souhaite Je vous en prie, merci à une très vous. bonne journée. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée.